Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne la fertilité masculine. Je vais essayer de te l'expliquer avec des mots simples, parce que c'est à la fois un sujet complexe et souvent un sujet auquel on s'intéresse lorsqu'on a déjà un problème qu'on a pu des fois identifier suite à un spermogramme qui est revenu avec des résultats plutôt négatifs, avec des mots comme oligospermie, asténospermie ou tératospermie ou bien d'autres mots. Donc on va essayer de décrypter ensemble quels sont les facteurs et les éléments clés de la fertilité masculine. L'idée pour moi, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois en capacité de comprendre comment fonctionne déjà ta fertilité, les grands principes, les grands systèmes de la fertilité masculine, mais aussi que tu puisses identifier du coup ce qui va venir la dégrader, la détériorer, et puis à partir de là, et à partir de ton quotidien, pouvoir identifier aussi quelles sont tes marges de manœuvre. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau dans ton quotidien concrètement pour améliorer tes chances de reproduction. Et alors déjà, il faut que tu comprennes que très souvent, on pense que la fertilité, c'est un truc qui joue au niveau des testicules uniquement. Alors qu'en fait, l'ensemble du corps et différents systèmes vont jouer un rôle très actif, voire primordial, pour assurer une bonne fertilité. Il faut comprendre finalement que la fertilité, c'est quelque chose en trois niveaux. Et le premier niveau qu'on va voir tout de suite, c'est la production. Alors effectivement, la production, on va parler de l'appareil génital masculin. Comme on peut le voir ici, dans ce schéma, on a effectivement les testicules qui sont contenus dans le scrotum, et puis on voit le canal déférent. On voit donc que du canal déférent, on va aller au canal éjaculateur. Et qu'au niveau du canal éjaculateur, il y a à la fois la vésicule séminale, la prostate et la glande bulbo-urétrale. En fait, on est sur trois glandes annexes qui vont venir fabriquer ce qu'on appelle le sperme. Les testicules vont fabriquer les spermatozoïdes et ces trois glandes annexes vont sécréter ce qu'on va appeler le liquide nourricier matriciel et qui va apporter et des éléments nutritifs et des éléments de protection et des éléments qui vont assurer certaines fonctions aux spermatozoïdes. Dans le sperme, finalement, il y a 10 à 15% de spermatozoïdes et le reste, c'est ce liquide nutritionnel, matriciel, qu'on va appeler le sperme. Et ensuite, tout ça va pouvoir, lors de l'éjaculation, sortir par le pénis. Ok. Donc déjà, là, on est sur le schéma très macro. On va rentrer un peu plus dans le détail de l'usine de reproduction. Donc là, on va faire un focus maintenant sur les testicules. Alors, les testicules est composé de pas mal de choses. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est que dans chaque testicule, deux testicules normalement, si tout va bien, on a plusieurs lobules testiculaires, 2 à 300 lobules testiculaires, et dans ces lobules testiculaires, on va avoir des tubes séminifères. Ok, je reviendrai sur ces termes après. De ces tubes séminifères vont sortir des spermatozoïdes. On reviendra sur la fabrication des spermatozoïdes après. Mais de ces tubes vont sortir des spermatozoïdes qui vont aller jusqu'à l'épididyme. L'épididyme, on voit qu'il est un peu en zigzag comme ça. C'est quelque chose qui fait plusieurs mètres de long au niveau des testicules, jusqu'à 6 mètres de long. Et on verra que ces 6 mètres ne sont pas là pour rien, c'est pour aussi donner du temps aux spermatozoïdes de finir leur maturation. Et donc, à partir de ces tubes séminifères, puis épididyme, les spermatozoïdes vont aller jusqu'au canal déférent, puis au canal éjaculateur qu'on a vu précédemment, pour ensuite être éjaculés et donner des chances de reproduction. Donc là, on a fait un zoom, on est passé de l'appareil génital masculin à une partie plus spécifique, les testicules. Maintenant, on va zoomer encore d'un cran ensemble. On va aller au plus près des tubes séminifères. Et alors, toujours dans cet appareil d'usine de reproduction, je vous parlais des tubules séminifères, c'est pas pour rien. Au niveau des tubules séminifères, on va avoir trois grandes zones qui vont nous intéresser, ce qu'on va appeler les cellules de Sertoli, les cellules souches et les cellules de Leydig. Et chacun a un rôle important à jouer et un rôle différent. Pour résumer, les cellules souches vont un peu être comme la matière première qui, à terme, formeront
les futurs spermatozoïdes. Les cellules de Leydig, l'interstitiel, assurent plusieurs rôles, dont notamment la fabrication de testostérone qui vont venir stimuler la fabrication de spermatozoïdes par un rôle, entre guillemets, local en boostant les cellules de Sertoli. Et les cellules de Sertoli, elles, vont jouer plusieurs rôles, dont notamment, on va dire, une barrière hématotesticulaire. Il faut comprendre que la fabrication des spermatozoïdes va être faite dans un système immunoprivilégié. Et on va venir protéger, les cellules de Sertoli vont venir protéger, à un certain moment de leur étape, les cellules souches jusqu'à ce qu'elles deviennent des futurs spermatozoïdes. Donc là, on a fait un zoom, on va dire à 3 niveaux, sur l'appareil génital, les testicules et le tube séminifère, la physioanatomie, on va dire, de l'appareil reproducteur masculin. Mais finalement, comment ça fonctionne et comment on fabrique des spermatozoïdes? C'est une étape qui va prendre plusieurs jours, plusieurs mois même. Finalement, comment fonctionne la spermatogénèse? Donc la spermatogénèse, on voit que ça parle des cellules souches, les lignées germinales, on a des spermatogonies qui vont se diviser, puis se dupliquer en différentes étapes, avec donc des spermatogonies de type A, puis des spermatogonies de type B, puis des spermatocytes, des spermatides, jusqu'à devenir, à terme, des spermatozoïdes. Et si on voit, à chaque étape, il y a une durée. Alors, bien sûr, il y a une dépendance interindividuelle, mais les grandes tendances, les grandes moyennes sont 27 jours, 23 jours, 1 jour, 23 jours. Si on fait la somme de toute cette durée, 27 plus 23, plus 1 plus 23, on est déjà à un total moyenne de 74 jours. Donc, à partir du moment où on a une cellule souche jusqu'à le moment où le spermatozoïde va être libéré dans le tubule séminifère, il va se passer en moyenne 74 jours. Et ensuite, il faudra encore ajouter environ 16 jours pour que le spermatozoïde passe dans l'épididyme, le truc qui fait 6 mètres de long qu'on a vu juste avant, pour finir, on va dire, sa maturation et préparer les différentes fonctions qui permettront à terme d'ovuler, de pénétrer dans l'ovule en tout cas. Et donc, 74 plus 16, on est à 90 jours. En moyenne, la fabrication d'un spermatozoïde, ça met 3 mois. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que la fabrication des spermatozoïdes, c'est une usine. Il faut voir ça comme une usine, mais une usine extrêmement sensible à énormément de choses comme la chaleur, comme les perturbateurs endocriniens et énormément d'autres éléments. L'important est aussi de comprendre du coup que tout ce que tu fais aujourd'hui aura un impact sur ton sperme d'ici 3 mois. Donc, c'est pour ça aussi qu'après un premier spermogramme, on demande une confirmation par un deuxième spermogramme après 3 mois d'intervalle, après 3 mois de délai, pour venir voir si la première analyse est toujours, on va dire, confirmée par une deuxième analyse. L'avantage de ça, si tu as bien compris, c'est que si tu prends les bonnes actions, quelques semaines, quelques mois plus tard, il y a des possibilités que tes spermatozoïdes s'en trouvent améliorés. Encore une fois, on verra ce qui peut venir dégrader de manière très concrète tes spermatozoïdes, ta fertilité, et du coup, ce que toi tu peux faire à ton niveau pour l'améliorer. Bon, mais là, on a vu que la première étape, que le premier niveau de l'usine, on a l'usine de production, mais une usine, c'est piloté par des personnes. Et bien là, c'est un peu pareil, on va voir qui pilote, qui préside à cette usine. Et là, on va parler du système endocrinien, le système hormonal. C'est lui qui va piloter bon nombre de mécanismes de la fertilité. L'usine, toute seule, ne fait rien. Donc comment ça fonctionne tout ça? De manière assez simple, beaucoup de choses vont se passer au niveau du cerveau, de l'hypothalamus et de l'hypophyse, qu'on appelle la glande pituitaire. Ok, donc l'hypothalamus va générer la GnRH qu'on appelle les gonadotrophines. Ça va stimuler la glande pituitaire, donc l'hypophyse, qui elle-même
à son tour, va envoyer un signal et finalement déclencher la fabrication de LH, l'hormone lutéinisante, et la FSH, l'hormone folliculostimulante. L'une, la FSH, va agir sur les cellules de Sertoli pour favoriser la fabrication de spermatozoïdes. Et la LH, l'autre, va jouer sur les cellules de Leydig pour développer de la testostérone. Donc là, on a un mécanisme qui demande la fabrication de certaines hormones, qui va lancer un signal métabolique, un signal endocrinien à ton corps pour dire il faut fabriquer de la testostérone et des spermatozoïdes. En retour, on a des boucles de rétroaction, un retour du terrain, comme un système de communication. Lorsqu'il y a suffisamment de développement de spermatozoïdes, on va avoir une autre hormone qu'on appelle l'inhibine B qui va renvoyer un message à la glande hypophyse qui va dire c'est bon, régule, réduit le niveau de FSH. Et de l'autre côté, le niveau de testostérone ainsi que le niveau d'oestradiol qui vont remonter côté hypophyse et ainsi que au côté hypothalamus pour dire ok, on a aussi, on va dire, notre dose, notre quota de testostérone et d'oestradiol. Donc on peut réduire, calmer, réguler, on va dire la demande de fabrication. Donc c'est un système de communication qui s'autorégule. Cet axe-là, on l'appelle l'axe HPG, hypothalamo-pituitaire gonadique. Okay, ou hypothalamo-hypophyso-gonadique. Finalement, c'est l'axe de la fertilité pour faire simple. Mais on va voir que ce n'est pas un axe isolé. On va voir qu'il y a d'autres axes hormonaux qui viennent jouer un rôle de régulation, de communication ou d'interférence dans cet axe. Ils ne fonctionnent pas de manière isolée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, pour réguler, on va dire, la fertilité, on va voir qu'il y a énormément d'autres éléments que ton corps envoie comme signal et capte comme signal qui vont venir donner un signal favorable de production, on va dire, de spermatozoïdes. On voit ici qu'on parle de la glande thyroïde avec des notions de T3 et de T4. Oui, l'axe hormonal thyroïdien va avoir un rôle à jouer et va jouer un rôle à la fois directement au niveau des gonades, donc les testicules chez l'homme, avec des effets préprogrammés, mais aussi en cascade, un message qui va renvoyer au niveau du cerveau, au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus. De notre côté, donc on a l'axe thyroïdien, on a un autre axe, l'axe surrénalien. On va dire les surrénales, c'est les petits éléments au-dessus des reins, une autre glande hormonale, qui vont générer ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Celui qui est assez connu, on pourrait appeler le cortisol, donc une forme d'hormone de l'adaptation, qu'on appelle des fois l'hormone du stress, mais plutôt l'hormone de l'adaptation, qui va elle aussi envoyer un signal au niveau du corps. Le corps, pour la fabrication, on va dire, des hormones stéroïdiennes sexuelles, va aussi prendre en compte le niveau métabolique et le niveau insulinique. Donc il y a d'autres hormones comme l'insuline et la leptine, qui sont, on va dire, des niveaux d'information, des niveaux énergétiques et métaboliques du corps, vont être aussi des éléments clés que le corps, notamment le cerveau, va venir prendre comme données d'entrée pour voir si suffisamment on a d'énergie pour développer notre capacité de reproduction. Donc ce petit schéma juste pour montrer que l'axe fertilité, la zone de pilotage, elle n'est pas juste isolée au niveau hormonal testiculaire. On voit que la thyroïde, on voit que les apports nutritifs, résistance à l'insuline, leptine, vont jouer un rôle. On voit aussi que le niveau de stress, les niveaux de cortisol, l'axe surrénalien, va aussi lui-même jouer un rôle. On voit que le système cardiovasculaire va aussi jouer un rôle. Bref, au niveau de la fertilité, c'est beaucoup plus complexe que juste l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte et on sait qu'une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, par exemple, va jouer un rôle et va avoir un impact plutôt défavorable, dans un cas comme dans l'autre, sur la fertilité. On sait que un surstress, une surstimulation, un stress chronique
va jouer un rôle aussi sur la fertilité. On sait qu'une forte résistance à l'insuline, insulinémie, leptinémie, hyperleptinémie, hyperinsulinémie, avec peut-être effectivement associé à ça développement d'adipocytes, donc de masse grasse, donc peut-être de surcharge pondérale, voire d'obésité, va jouer un rôle sur ta capacité, tes chances de reproduction. Donc c'est un des éléments assez complexes à prendre en compte. Il faut comprendre que grosso modo, à elles seules, tes testicules ne décident rien. Tes testicules, juste, ils obéissent. Ils obéissent à des ordres de pilotage, à des éléments de ton système endocrinien, principalement l'axe de la fertilité, RH, LH et FSH qu'on a vu avant, mais aussi les éléments thyroïdiens et aussi les éléments surrénaliens. Donc c'est complexe. Et puis les éléments aussi métaboliques et énergétiques du corps. Pour faire simple, si le cerveau, j'aurais même envie de dire si le cerveau, le corps dans son ensemble perçoit un danger, il va réduire la reproduction. C'est-à-dire que pour lui, il va peut-être capter des signaux que finalement d'un point de vue énergétique métabolique, on est en mode survie. Et quand le corps est en mode survie, il ne peut pas avoir des fonctions qui vont donner la vie, si lui-même il est en mode survie. Donc il va privilégier certaines capacités de mode survie, parce que là il perçoit, il capte un danger, pour faire simple. Donc on a vu ensemble la partie production, on a vu ensemble la partie pilotage. Ok, maintenant on va voir ce qui peut venir dégrader cette fertilité. Alors déjà un petit état des lieux, qui peut être assez alarmant, mais je vais l'expliquer. Donc ça, on est sur un graphique qui est issu d'une étude qui a été menée fin des années 2010, puis renouvelée en 2022. Donc voilà, des années qui montrent, étude épidémiologique, que la concentration de sperme en 50 ans, donc depuis l'état zéro qui est 1973, où on a commencé à compiler des données, jusqu'en 2018, on a réduit la concentration de spermatozoïdes chez l'homme de 50%. Ça, c'est des chiffres en 2018. On avait grosso modo une baisse de 1,16% par an. Puis, l'étude a été renouvelée dans d'autres pays, puisqu'on avait fait que la partie États-Unis, Europe, Russie, etc. Et là, on allait voir Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient. Et en fait, en actualisant ces données, en étendant le périmètre, et quelques années après, on est venu confirmer la tendance encore plus aggravée, c'est que cette fois, en regardant l'ensemble des données mondiales, en étendant donc le périmètre, et quelques années après, on a vu cette fois que la baisse, elle s'était accélérée, et que depuis les années 2000, on est plutôt sur une baisse de 2,64% par an. Alors, la concentration de spermatozoïdes n'est pas le seul facteur, il y a d'autres éléments clés, comme au-delà de la concentration, la motilité, on va dire la qualité, la morphologie, la non-fragmentation de l'ADN, etc. Bref, il y a d'autres éléments purs et simples que la concentration, mais ça reste inquiétant. Et finalement, on voit que c'est une tendance mondiale. Ce n'est pas spécifique à un pays, c'est beaucoup plus global. Alors oui, en fait, il y a énormément de choses liées à la fois à notre mode de vie et à la fois à notre environnement. Des éléments qu'on pourrait appeler des perturbateurs endocriniens. Et on va les voir ensemble. Donc qu'est-ce qui vient finalement altérer notre fertilité? Eh bien, on a plusieurs axes. On va dire qu'il y a 4 éléments principaux. Alors, il y a déjà des éléments liés à l'âge. L'âge, effectivement, l'âge qui avance, va venir de manière assez naturelle réduire les chances de fertilité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'à 80 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. Ça peut arriver. Mais globalement, les chances, on va dire, d'avoir un enfant vont diminuer année après année. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des instabilités au niveau génétique. Il peut y avoir un phénomène qu'on appelle l'andropause, qui pourrait être l'équivalent de la ménopause chez la femme. On a l'andropause chez l'homme. Et donc, il pourrait baisser à une baisse de la testostérone, et donc une moins bonne stimulation, on va dire, des capacités reproductives,
On peut avoir une modification, on va dire, des hormones de la reproduction. On peut être plus vulnérable à certaines maladies. On peut avoir des dysfonctionnements au niveau cellulaire. Bref, avec l'âge avançant, avec la vieillesse, on va avoir une forme de sénescence des cellules, de dégradation de nos capacités reproductives liées à l'âge. Ça, c'est un premier facteur. On a d'autres facteurs qui sont les physiopathologies. Oui, on peut avoir des problèmes génétiques. On peut avoir des maladies qui réduisent la fertilité. On peut avoir des problèmes, des maladies auto-immunes qui viennent impacter directement la fertilité ou qui, suite à un traitement, par exemple, une chimio, on sait que certaines chimios vont venir dégrader, voire réduire, anéantir certains éléments, dont la fertilité. On peut avoir des blessures, des traumas directement aux testicules, des maladies directement aux testicules. On peut avoir des problèmes, des troubles érectiles, des dysfonctionnements érectiles, éjaculation précoce, troubles de l'érection. Voilà, plein d'éléments physiopathologiques. Ok, les éléments de physiopathologie de côté, mais oui, c'est à prendre en compte. On va voir ceux sur lesquels on a peut-être plus la main. On a les facteurs environnementaux. Ok, on peut avoir des expositions professionnelles à des polluants, à des agents chimiques, comme ce qu'on appelle les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, toxiques pour la reproduction. On peut être exposé à des métaux lourds, à des solvants, bref, à différents produits chimiques qu'on voit ou qu'on ne voit pas, qu'on ne manipule pas, qui sont dans notre environnement industriel, professionnel, auquel on peut être exposé. On peut être exposé tout simplement à ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. On en retrouve dans de nombreux éléments. Les cosmétiques, les ustensiles de cuisine, les vêtements, les plastiques, etc., les micropolluants. Bref, on retrouve des perturbateurs endocriniens un peu partout dans notre environnement. Okay, tout ce qui est exposition récurrente et régulière au bain chaud, au sauna, où on va venir augmenter la température scrotale. On a vu que la spermatogenèse est un processus qui prend au total 90 jours et il y a des phases très sensibles à l'élévation de la température. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites un spermogramme, on vous demande si au cours des 3 derniers mois, vous avez eu de la fièvre. On sait que potentiellement, ça peut venir altérer l'analyse, la mesure et la qualité des spermatozoïdes. Donc les bains chauds, les jeans serrés, le portable sur les genoux, le téléphone dans la poche, l'exposition à des radiations, à des champs électromagnétiques très près, on va dire, des organes génitaux, tout ça, ça peut venir altérer la fertilité et la reproduction masculine. Et puis après ça, on a tout ce qui est lié au mode de vie. Surcharge pondérale, obésité, sédentarité, autant d'éléments qui vont directement ou indirectement soit en partie augmenter la température scrotale, mais aussi envoyer un message au niveau énergétique métabolique qu'il y a peut-être un danger et donc réduire la fertilité par voie de conséquence. Tout ce qui est consommation, alcool, drogue, tabac, on est sur des éléments maintes fois prouvés de baisse de qualité, de quantité des spermatozoïdes. Tout ce qui est un apport nutritionnel très bas, la nourriture ultra transformée, la junk food, la street food, les sodas, la nourriture sucrée, les pâtisseries, bref, tout ce qui est industriel de manière générale, rempli d'additifs, de conservateurs, d'émulsifiants, de colorants, tous les E machins, etc., ultra transformés, cuits dans des graisses, des huiles trans, etc. Tout ça va potentiellement, dans l'alimentation, elle-même apporter des perturbateurs endocriniens. Toutes les drogues récréatives qui vont directement avoir un impact peut-être sur ton système, sur ton cerveau, sur tes voies dopaminergiques, vont directement et indirectement avoir des conséquences sur ta reproduction. Et puis, en parallèle de ça, un haut niveau de stress, ce qu'on appelle stress chronique, anxiété. Donc, oui, dans certaines formes, un stress aigu, ponctuel, peut agir comme un stimulant, forme de renforcement, le principe de l'hormèse. Par contre, un stress subi, tenu dans le temps, chronique, lui va être délétère.
et venir du coup augmenter, fatiguer l'axe surrénalien et par compensation baisser l'axe de la fertilité. Donc voilà plusieurs axes finalement qui peuvent venir directement impacter la fertilité masculine. Si je reprends obésité, sédentarité, la surstimulation, alcool, drogue, tabac, euh, piètre niveau de qualité nutritionnelle, manque de sommeil, manque d'activité physique, haut niveau de stress, autant d'éléments qui vont contribuer, soit dans ton mode de vie, soit dans ton environnement, à venir dégrader ta fertilité. Donc très clairement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Et bien pour ça, j'ai synthétisé, schématisé les actions possibles dans ce que j'ai appelé le temple de la fertilité. Alors, plusieurs éléments dans ce temple de la fertilité. Je vais faire un focus ici sur les 4 piliers de la fertilité. Mais pour que les piliers tiennent, il y a une fondation, il y a un linteau, il y a quelque chose en haut, il y a quelque chose en bas. Et pour protéger le temple, bien sûr qu'il y a une toiture. Donc tout va partir d'un choix, ce qu'on appelle une responsabilité incarnée. Vous avez des marges de manœuvre au quotidien. Quels sont vos choix? Qu'est-ce que vous ne choisissez pas de faire? Quels sont les éléments sur lesquels vous abandonnez, vous renoncez? Comment on développe finalement une forme de discipline, de choix au quotidien pour reprendre des marges de manœuvre et faire les bons choix si vous voulez être père. Ensuite, dans les piliers, quelques piliers clés, mais le sommeil en premier lieu. Le sommeil, ce temps de réparation, ce temps de repos, c'est un point clé, on va dire, de la fabrication de la testostérone. La testostérone se fabrique principalement pendant la nuit. On a aussi, lié au sommeil, des éléments liés à la mélatonine. La mélatonine, c'est un puissant antioxydant qui va donner une indication forte à ton cerveau pour elle-même impacter des éléments et des signaux endocriniens au niveau de l'axe fertilité qu'on a vu précédemment. Ensuite, le mouvement. Le mouvement, l'absence d'activité physique, la sédentarité vont être des éléments délétères et donc en réponse, remettre plus de mouvement. Le mouvement c'est la vie c'est le mouvement. On est sur un projet de donner la vie, donc oui, il va falloir remettre du mouvement. Quelques activités physiques légères, 2-3 fois par semaine. Un peu de cardio, un peu de force, un peu d'endurance. On peut très bien alterner avec quelques poids, quelques éléments effectivement pour renforcer, on va dire, sa musculature, sans passer dans du bodybuilding. Juste une petite séance où on porte des choses, on fait des pompes, des squats, des fentes, des trucs comme ça. Des séances un peu cardio. Par exemple, on va aller courir un peu vite. On peut faire du 10 x 400 mètres. On peut faire des séances type AMRAP, EMOM, des choses où on va, pendant un temps court, 10-15 minutes, peut-être envoyer un peu la sauce. On peut sauter, des squats sautés, des pompes, des burpees, des jumping jacks, bref, on peut remettre un peu de cardio. Et puis, ce qu'on va appeler de l'endurance. Un petit footing, une fois par semaine, sortie longue, 45 minutes, 1 heure, courir, nager, faire du vélo, faire du rameur. Bref, on va aller, une fois tous les 2 jours, stimuler son corps, lui envoyer un message de remettre du mouvement, remettre de la vie. Et ça, sommeil, mouvement, vont être des facteurs clés pour, on va dire, rétablir un signal fort de on a de l'énergie. Et donc, nous ne sommes plus en danger, on peut remettre des fonctions vitales, redonner la vie. On envoie un message fort au corps. Ensuite, troisième pilier, le stress. On l'a vu, être en stress chronique, en anxiété régulière, va venir impacter directement l'axe hormonal surrénalien. Apprendre à bien gérer son stress, c'est un point clé. Alors, l'étape préalable, si on peut, c'est enlever les sources de stress. C'est-à-dire que des fois, un boulot dans lequel on n'est plus du tout en phase, où on a un management toxique, peut-être que la bonne solution, c'est de quitter ce boulot. Des fois, on a des situations de vie, une engueulade, une discussion qu'on doit avoir avec ses parents et qu'on n'ose pas avoir. Tout ça nous met dans des états de stress profond. Plus globalement, on a les stress du quotidien. Donc, des techniques
de respiration, de méditation, des moments de calme de type lecture, etc. Éviter la surstimulation, l'exposition aux écrans, aux réseaux sociaux, où on est surstimulé. Autant d'éléments qui peuvent venir apaiser, réguler notre stress, nos émotions. Et puis, quatrième pilier, la nutrition. On l'a vu, une mauvaise nutrition peut avoir un impact direct sur ta fertilité. Fabriquer des spermatozoïdes, fabriquer la vie, ça demande plusieurs choses. Ça demande des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Bref, ça demande énormément de choses pour soutenir la vie, le vivant. Et tout ça, on va l'avoir notamment à travers d'une nutrition, d'une alimentation la plus brute possible, la moins transformée. Ça serait déjà le premier élément clé que je vous propose, d'éviter l'industriel au maximum, de revenir à des éléments bruts, viande, poisson, fruits, légumes, œufs, etc. Du brut, le moins transformé possible. Déjà avec ces quelques piliers-là, si on les respecte, si on fait ce qu'il faut, vous allez d'une ressentir un meilleur niveau d'énergie, une meilleure vitalité, et ça envoie un message clé à votre corps que il est là maintenant en capacité d'améliorer, de réactiver les fonctions qui vont permettre de donner la vie. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book que je mets en description. Vous trouverez le lien directement en description. L'e-book Le Temple de la Fertilité, où vous allez retrouver beaucoup plus de détails sur tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. En tout cas, sur les différents piliers, les différentes marges de manœuvre que vous avez dans votre quotidien pour reprendre la main et augmenter vos chances de devenir père. Écoutez, j'espère que cette vidéo a permis de vous éclairer sur les grands mécanismes de la fertilité masculine. On rentrera dans d'autres vidéos sur des éléments beaucoup plus détaillés, sur les éléments hormonaux, endocriniens, immunologiques, etc. Là, c'était une vision très macro pour déjà comprendre finalement ce qu'on n'a jamais appris, comment fonctionne notre propre fertilité. Ensuite, identifier ce qui pouvait venir la dégrader. Et puis en troisième point, nos marges de manœuvre à travers cette image, le temple de la vie. Je vous souhaite effectivement de bien cheminer, de prendre les bonnes actions, de faire les bons choix. Il y a une vraie différence entre savoir ce qu'il faut faire et faire ce qu'il faut faire. Et donc oui, c'est des actions, des décisions, des choix au quotidien à faire de manière régulière pour tendre dans la bonne direction, faire au mieux. Vous retrouvez encore une fois toutes les infos en lien dans la description et je vous souhaite un bon chemin vers ce rêve de devenir père.